à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, semaine spéciale consacrée au sommet de l'inclusion économique qui sera organisé à Bercy le 29 novembre, lundi prochain. Et ce sera le thème de notre première séquence avec notre invitée Elodie Bossan, la cofondatrice du cabinet de conseil Tenzing, qui a fait de la lutte contre l'inégalité des chances et des places son axe stratégique dès sa création en 2016. L'entreprise certifiée Bicorp est dans le top 10 des recruteurs de la diversité. Notre débat, il portera sur l'engagement des entreprises pour la défense de l'océan. Comment peut-on le labelliser, cet engagement? Pourquoi l'océan a-t-il été le grand oublié de la COP26? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Nouru Box, une box cadeau dédiée aux cultures afro-caribéennes. Voilà pour les titres. Et comme chaque jour de cette semaine, on démarre par notre thème inclusion. Bonjour Elodie Bossan, bienvenue. Heureux de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de Tenzing Conseil. On va parler longuement de la création de ce cabinet en 2016 et de votre philosophie, mais ce sommet-là de l'inclusion économique, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Et le fait qu'il se tienne au ministère à Bercy, qu'est-ce que ça représente? Ça représente surtout la prise de conscience et la reconnaissance des inégalités à l'œuvre et le besoin de les traiter dans l'accès au marché de l'emploi, enfin de cette jeunesse dite de milieu populaire, qui est souvent une forme de point d'aveugle dans nos politiques diversité, inclusion, parce qu'on a souvent l'habitude, et c'est normal, de traiter des sujets d'insertion sur les populations très éloignées de l'emploi, mais néanmoins toute cette jeunesse qui s'est investie dans les études, qui croit dans la promesse, en tout cas républicaine, on voit bien qu'il y a des freins à accès à des postes, à certains postes, et donc ça me semble important que ça se tienne effectivement à Bercy, parce que c'est un sujet foncièrement économique, au-delà d'un sujet éthique. Ouais. Alors quelques chiffres sur Tenzing Conseil, c'est un chiffre d'affaires 2019 qu'on a récupéré de 5 500 000 euros, 40 collaborateurs, et cette ambition, dès la création en 2016, c'est en quelque sorte réinventer le conseil. Il en avait besoin, il y avait de vieilles habitudes à balayer en quelque sorte. Alors, le conseil et puis pas mal d'autres secteurs, mais en fait, sinon, le fond du sujet, c'est que le conseil en stratégie opérationnelle est fondé sur une politique de recrutement qui est très tournée vers les grandes écoles, donc et qui assume en tout cas cette barrière, enfin de poser cette barrière à l'entrée, et à la fois c'est un métier qui offre de superbes opportunités, qui est un véritable tremplin. Et donc quand on s'est créé, on s'est dit que c'était pas normal que la majorité de notre jeunesse n'ait pas accès à ce type d'opportunités. Donc on a mis en place un mode de recrutement qui nous permet de nous affranchir du diplôme, mais pas du CV. En tout cas, le CV est le reflet des parcours et des compétences. Donc c'est d'aller chercher les expertises, reconnaître les talents, les potentiels, autrement qu'au travers du diplôme, qui peut être parfois quand même aussi un marqueur très statutaire. Mais alors, je reprends ce premier levier d'action, recruter sur la base du talent plutôt que sur le diplôme. Quand on a dit ça, super, il y a le principe. Ensuite, comment vous le mettez en œuvre? Alors, il faut aller dans d'autres endroits, faut tirer des fils qui ne sont pas les fils habituels. Comment vous l'avez organisé? Effectivement, c'est des fils qui sont tirer des fils qui ne sont pas habituels dans notre secteur. En fait, ça nécessite d'interroger effectivement ces pratiques, ces usages. Et c'est bien. Donc la manière dont on a fait, on a été à un endroit qui s'appelle l'université. Enfin, on retrouve massivement des jeunes qui sont de tout horizon. L'avantage des universités, c'est qu'elles sont aussi sur tous les territoires, enfin sur l'intégralité de nos territoires. Donc ça a été de nouer des partenariats avec ces dernières. C'est pour ça que d'ailleurs elles seront présentes. L'enseignement supérieur sera représenté lors de sommets. C'est aussi d'aller sur les job boards, les job boards où on a nos volumes de candidats. Donc je vais citer, ça va être des job boards comme Indeed, donc, qui sont très mass market, mais qui nous permettent d'aller vers nos jeunes. Et puis après, c'est de travailler à la déconstruction même de leur côté de leurs stéréotypes et de leurs mécanismes d'autocensure, pour leur dire que c'est un métier qui leur est accessible. Mais néanmoins, c'est un travail qui est ardu, c'est un travail qui prend aussi du temps et qui est un investissement. Oui, en 5 ans, est-ce que vous voyez quand même le curseur bouger du côté des entreprises? Oui.
Oui. À titre d'exemple, là, aujourd'hui, les entreprises se lancent de plus en plus dans des baromètres pour évaluer leur politique d'inclusion. Nous, on reçoit pas mal de sollicitations pour accompagner les entreprises sur leur politique diversité, inclusion et mobilité sociale, puisque pour moi, foncièrement, il n'y a pas de politique diversité, inclusion sans politique sociale dans les entreprises. Donc oui, on sent que ça bouge, ça répond à un besoin et puis aussi une pression du législateur. Est-ce que vous définissez votre entreprise comme une entreprise militante ? Oui, clairement oui. On est une entreprise militante, on affiche des valeurs qu'on assume, on tient peut-être un discours qui est moins classique, puisque alors, je sais qu'on parle de sommet et d'inclusion économique, mais pour nous, foncièrement, c'est un sujet de justice sociale, que faire de la diversité et de l'inclusion ne doit pas être que mu par des logiques économiques, et que nous, entreprises, on a notre rôle à jouer, ne serait-ce que pour ne pas éclater la société. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque vous étiez une entreprise à mission avant que la loi Pacte permette aux entreprises de se définir comme société à mission, c'est ça ? Tout à fait, oui. Statutairement, on s'est créé autour de cette cause qui est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de milieux populaires, donc au travers effectivement de notre recrutement et de nos programmes de formation, parce qu'une fois que vous recrutez, faut accompagner et de faire monter sur les compétences qui sont encore à acquérir dans le cadre de notre boulot, et ensuite des accompagnements d'entreprises sur ces sujets-là, donc de promouvoir la cause au maximum. Et Tenzing, et la spécificité aussi, c'est qu'on redistribue 100% de nos bénéfices redistribuables à des programmes, à des associations dédiées à l'égalité des chances, de manière à couvrir la boucle, de faire une boucle. Je reprends la raison d'être, promouvoir la réussite scolaire, sociale et professionnelle du plus grand nombre, en veillant tout particulièrement aux personnes subissant des discriminations de toute nature, sociales, culturelles, géographiques, en privilégiant le développement des compétences et des expériences professionnelles. Ça passe aussi par la formation au métier de consultant. C'est-à-dire que les consultants eux-mêmes, ils ont des biais, quoi. Et on a tous des biais d'ailleurs. Les journalistes, ils ont des biais. Enfin, tout le monde a des biais. Mais c'est que on parle toujours de méritocratie, mais quand vous ouvrez votre recrutement à des jeunes qui ont par exemple fait des sciences humaines ou des sciences sociales, clairement faire un business plan, c'est pas dans leur ils n'ont pas appris à l'école, donc il faut bien les amener à avoir la bonne pratique professionnelle. Et c'est là, quand on parle de formation, c'est aussi c'est de former nous les managers à d'autres formes de management, enfin en tout cas un management plus différencié, même si on considère chez Tenzing que management différencié s'adresse pas simplement à un type de collaborateur, mais à tout le monde. On va porter un message, une approche un petit peu plus universaliste. Mais oui, il y a un enjeu de formation et investir dans les compétences des personnes. Une fois que vous les reconnaissez, il faut les aider à développer ces compétences dans un périmètre et dans un champ qui est celui d'un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Tenzing qui est labellisé Bicorp. Alors, c'est quoi pour vous ? C'est à la fois une reconnaissance, c'est un aiguillon, c'est-à-dire ça vous oblige à tenir les engagements année après année. Comment vous vivez ? Bicorp, pour nous, c'est un outil d'amélioration continue. Oui. Parce que clairement, c'est une certification qui est assez exigeante. Vous êtes audité tous les 3 ans maintenant. Oui. Donc nous, ça nous a permis de screener toute notre organisation, de voir où on était bon, on était moins bon, d'explorer aussi des domaines sur lesquels on n'avait pas envisagé. Donc il y a un transfert en tout cas un rôle d'aiguillon sur des champs qu'on investiguait peu. Sur quoi vous étiez moins bon et sur lequel vous avez pu travailler en ayant justement passé cet ami Bicorp ? Je pense sur le volet écolo. On a un prisme qui était très social. Social-sociétal, oui. Social-sociétal. Écologie, on était moins dessus dans le cadre, nous, de notre pratique au quotidien. Et donc, oui, ça nous a permis d'investir aussi ce champ de façon plus approfondie. Et vous êtes également, je l'ai dit dans les titres, dans le top 10 des recruteurs de la diversité. Ce trophée de la diversité, c'était quoi ? Un aboutissement ? Vous vous êtes dit c'est logique, heureusement qu'on y est En fait, c'était, au-delà de la reconnaissance, ça répondait à un besoin de faire connaître d'autres modèles, puisque là encore, le trophée Top 10 se tenait à l'époque à Bercy, à l'initiative, là encore, de Mosaïque ARH et de son fondateur, donc Saïd Amouche. Donc c'était à la fois une reconnaissance
une validation de ce que l'on faisait, mais aussi une mise en lumière de modèles alternatifs qui est quand même l'ambition. C'était l'ambition du trophée de la diversité. Est-ce que c'est encore parfois compliqué de convaincre que la diversité, c'est aussi un outil de business, quoi, que ça permet aux entreprises qui font ce choix d'être plus efficaces, plus rentables? Oui, ça reste compliqué parce que tout dépend de ce qu'on appelle performance économique. Enfin, en fait, est-ce que de faire de la diversité, c'est mécaniquement plus 4% de croissance? Peut-être pas. Par contre, vous avez des bénéfices en termes de marque employeur, en termes de bon fonctionnement des équipes, etc. Mais oui, il y a un travail de conviction à faire. Les chiffres des défenseurs des droits sont ce qu'ils sont. Il y a une dernière Il y a toujours de la discrimination. Oui. Dernière enquête de la DARES, on voit aussi que ça reste compliqué. Et c'est surtout que les entreprises ne savent pas toujours comment s'y prendre. Donc les budgets diversité-inclusion dans les boîtes tendent à augmenter, mais néanmoins la manière de l'utiliser, c'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Merci Élodie Bossan-Bonvent à Tenzing Conseil. On passe à notre débat, la défense de l'océan et le rôle des entreprises. Labelliser l'engagement des entreprises pour la défense de l'océan. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Sabine Roux-Bézieux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fondation de la mer. À vos côtés, Alexandre Kézergue, bonjour, bienvenue. Fondateur de Sirocco, vous représentez également Engie, vous êtes l'ambassadeur et qui est partenaire de la Fondation de la mer. C'est quoi la Fondation de la mer, créée en 2015? C'est quoi sa mission ? La Fondation de la mer, c'est un objet qui a été voulu par les gens de mer qui voulaient davantage travailler ensemble et créer une communauté qui rassemble les scientifiques, les navigateurs, les entreprises, les ONG, l'État, la Marine nationale. Donc qui rassemble et qui permettent de soutenir des initiatives positives et puis qui portent la bonne parole des enjeux de la mer auprès du grand public, auprès des entreprises également. Qu'est-ce qui vous réunit l'un et l'autre? Quelles actions vous menez en commun? Alors, nous nous sommes retrouvés sur une collecte de déchets sur le littoral à Leucate, parce que Alexandre, qui en parlera, participe au Engie Kite Tour, et Engie est un de nos partenaires, partenaire de la Fondation de la mer. Et donc, nous nous sommes retrouvés à cette occasion-là, engagés pour un océan en bonne santé. On va parler de Sirocco, de votre entreprise, mais l'Engie Kite Tour, c'est quoi? Alors, c'est un tour de compétition de kitesurf qui est organisé par la Fédération française de voile, dont Engie est partenaire depuis les tout débuts. Ça va faire plus de 10 ans maintenant. Et l'idée, c'est de faire des compétitions entre professionnels et amateurs, un peu partout sur tout le littoral français. D'accord, parce que j'ai oublié de le dire, vous êtes quand même un champion de kitesurf, c'est ça, et d'engins qui vont vite sur l'eau. Exactement. C'est quoi vos exploits? Racontez-nous en quelques mots. Premier homme à franchir 100 km/h sur l'eau, 2 records du monde de vitesse absolue, 4 titres de champion du monde. Ok, il faut être casqué. Passion pour la vitesse. Il faut être casqué quand même. Aujourd'hui, oui. Parce que si on chute, c'est du béton, quoi, c'est ça. On évite de chuter, ça solutionne nos problèmes. C'est la meilleure solution. Vous êtes un champion et un inventeur. C'est quoi l'ambition de Sirocco? C'est quoi Sirocco? Alors, c'est une start-up qu'on a montée il y a 2 ans maintenant, basée à Marseille. On a comme premier objectif de créer l'engin le plus rapide du monde, propulsé par le vent sur l'eau. En gros, je disais à Sabine tout à l'heure, le voilier du futur, qui va atteindre une vitesse folle de 150 km/h. Aujourd'hui, un record du monde absolu à 121, donc on a un gros gap technologique à franchir. Donc ça veut dire qu'il vole au-dessus de l'eau, quoi, pour atteindre ces vitesses. On a développé avec l'équipe là un engin, un concept qui est fou, d'une capsule qui vole au-dessus de l'eau et qui est prise entre la traction d'une aile de kite géante qui fera entre 30 et 50 mètres carrés et un foil très très innovant. On voit quelques images de synthèse pour illustrer tout ça, mais là où c'est intéressant, c'est que au-delà des records, c'est qu'il y a potentiellement une utilisation pour le transport maritime qui est quand même un transport polluant, on l'oublie pas. C'est là où on se rejoint aussi avec la Fondation de la mer, c'est que l'idée c'est avant tout pas forcément l'exploit en lui-même, mais plus le développement d'innovations pour aider à la décarbonation du transport maritime. C'est une industrie qui a besoin de faire sa transformation, qui là commence. Et du coup, il faut qu'elle s'appuie sur des startups innovantes capables de développer de l'innovation de rupture. Et sur la capacité de mettre en valeur les entreprises qui font cette démarche. Et là, on rejoint ce que vous avez lancé en juin dernier, le label Ocean Approved. C'est quoi? Alors, le label Ocean Approved est parti d'un
d'une évidence qui est que chaque entreprise, chaque particulier, chaque citoyen a un impact sur l'océan. Ouais. On n'en est pas forcément conscient. On oublie parfois qu'une respiration sur 2 provient de l'oxygène qui est produit par l'océan et qu'il absorbe 90% de l'excès de chaleur produit par les activités humaines. Et ce qui est vrai pour chaque citoyen est vrai aussi pour chaque entreprise. Et donc, avec un certain nombre de partenaires, la Fondation de la mer, notamment des partenaires scientifiques, a créé un label qui s'appelle Ocean Approved et qui permet aux entreprises d'évaluer leur impact sur l'océan, donc d'en prendre conscience, de l'évaluer et ensuite de valoriser ce qu'elles font de bien, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées dans des programmes de RSE et de réduction de leur impact sur l'océan, voire de création d'impact positif. Et donc le label permet de récompenser les entreprises pionnières qui s'engagent dans cette démarche. Et donc là, il y a 3 entreprises pilotes, c'est ça, dont Engie, dont on va parler. Quelles sont les 2 autres? Alors on a effectivement quelques entreprises qui sont engagées dans le processus de labellisation. C'est compliqué de donner les noms parce que si par hasard elles n'arrivent pas au bout, ce sera compliqué. Mais enfin bon, on parlait tout à l'heure de CMA, CGM, ils sont engagés dans le processus et c'est plutôt des mieux-disants en termes de transition écologique. On a un laboratoire cosmétique, on a une société d'ingénierie. Donc oui, c'est des secteurs qui sont très variés. Absolument, parce que il n'y a pas que les entreprises maritimes qui ont un impact sur l'océan. C'est vrai de l'ensemble de l'économie. Et c'est vrai que c'est une des missions de la Fondation de la mer, c'est de créer cette communauté, cette convergence d'engagement en faveur de l'océan, notre planète bleue. Ouais. Vous êtes ambassadeur, Alexandre Kazerg, d'Engie. C'est quoi la démarche dans le cadre de ce label? Alors, l'idée, c'est qu'on a des collectes de déchets plastiques qui sont organisées, déchets plus largement, pas forcément plastiques d'ailleurs, qui sont organisés à toutes les étapes de l'Engie Kite Tour. L'idée, c'est de faire venir des scolaires aussi qui participent à ces collectes et de montrer notre engagement pour cette planète bleue. On est avant tout des sportifs passionnés par la mer, donc c'était un petit peu logique de se retrouver sur ce type d'action et c'est super pour montrer l'exemple et montrer la bonne voie. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'on reçoit régulièrement dans cette émission des navigateurs qui font le Vendée Globe, qui participent à des courses au large et qui disent que en fait, quand il faut le Vendée Globe, ils ne visualisent pas forcément la pollution, alors que vous, j'imagine, vos épreuves, c'est en bord de mer. Vous la visualisez beaucoup plus. Vous sentez la différence depuis que vous avez commencé à des compétitions dans ce domaine? C'est vrai que quand on est concentré sur sa compétition, on n'a pas voit pas le plastique. Vous allez trop les navigateurs. Vous allez mais oui, effectivement, nous on part et on revient sur la plage. Ouais. C'est un élément qui fait partie de notre terrain de jeu. Et du coup, on est vraiment en contact direct avec cette pollution. Est-ce que vous ressentez l'aggravation? Alors, on ressent à la fois l'aggravation parce qu'il y a effectivement de plus en plus de déchets sur les plages, mais aussi on ressent l'envie de cette communauté, la mobilisation, parce qu'on mène des actions, que ce soit sur l'Engie Kite Tour ou au travers de nos clubs de kitesurf, où chaque année on organise des collectes. Donc oui, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Parmi les actions concrètes de la Fondation de la mer, Sabine Aude-Mézieux, il y a le SOS Corail. C'est quoi le SOS Corail? Écoutez, SOS Corail porte bien son nom. SOS Corail vise à développer des programmes très concrets d'observation, de protection et de restauration des récifs coralliens, mais aussi d'autres écosystèmes marins comme les mangroves ou les herbiers. On a beaucoup parlé des herbiers de Posidonie. Et donc c'est un partenariat public-privé avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Outre-mer qui nous permet d'aller directement sur tous ces récifs coralliens, ces mangroves, de mener des programmes opérationnels qui sont abondés par le ministère, par les 2 ministères. Donc c'est pas seulement, c'est de l'observation, c'est prendre conscience des lieux, des sites où le corail est potentiellement en danger, mais c'est quoi? C'est aussi des actions pour le revigorer en quelque sorte? C'est de la science, parce qu'on connaît très peu ce qui se passe en réalité sur un récif corallien. On commence à découvrir que certaines espèces de corail sont plus résilientes que d'autres, plus résistantes que d'autres à des phénomènes de blanchissement, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc on a un énorme enjeu de connaissances, de même pour une mangrove. Donc il y a certaines espèces de palétuviers qui résistent plus ou moins bien à des phénomènes de montée des eaux, à des phénomènes de pollution. Donc on a besoin de science. Et puis ensuite, on a besoin de protection très concrète. Moi, j'étais
j'étais à La Réunion et à Mayotte il y a 2 semaines. J'ai visité les lagons, donc les barrières de récifales et les mangroves. On s'aperçoit que on a besoin très concrètement d'agir, de lutter contre les pollutions, de protéger certaines espèces de palétuviers qui protègent l'ensemble de la mangrove, voire de faire des pépinières de palétuviers pour replanter de la mangrove. Donc, ce sont tous ces types de programmes que nous sélectionnons avec un conseil scientifique et puis ensuite que nous finançons avec l'aide de nos partenaires. Un mot plus général autour de la COP26. Est-ce que vous avez eu le sentiment que l'océan était un peu passé par pertes et profits, si j'ose dire? Bon, le bilan général, il est un peu décevant, hein, déjà, de cette COP, mais sur le point de l'océan. Alors, l'océan est rentré à la COP en 2015, donc à la COP 21. Il est toujours un petit peu en marge des discussions, alors que c'est les 3/4 de la surface de la planète, c'est le régulateur du climat, c'est 80% de la biodiversité de la planète, et donc l'océan est toujours un petit peu oublié. Et pourquoi ça n'imprime pas? J'ai du mal à comprendre. Écoutez, vous levez la tête, vous voyez le ciel. Pour voir l'océan, il y a quelques bénéficiaires, heureux bénéficiaires d'une vue sur mer, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Et donc l'océan semble loin. Et donc c'est la raison pour laquelle il est le plus souvent oublié. Par ailleurs, les 2/3 de la surface de la planète sont de la haute mer, donc c'est des espaces vierges aujourd'hui qui sont aussi sujets aux pollutions et aux convoitises et aux activités illégales. Mais c'est des espaces qui sont loin et qui sont difficilement accessibles. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on les intègre pas assez. Je reviens à votre projet Sirocco. Vous en êtes où du développement? On est vraiment à la phase conception. Vous commencez à avoir un petit prototype, pas au format attendu. Vous en êtes où? Je vois que vous avez eu un peu de teasing, mais on a un prototype radiocommandé qui fait 2,40 m de long. Ah, ça commence. C'est déjà un beau bébé, une 50aine de kilos. Et l'idée, c'est d'apprendre à maîtriser ce concept un peu fou, et du coup on est en total radiocommandé, donc c'est assez innovant, et de passer d'une barre de kite à une radiocommande de modélisme, c'est aussi un chemin qu'il faut Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais les industriels du secteur du transport maritime, ils vous regardent, ils vous aident. C'est nous qui les aidons aujourd'hui, parce que l'idée, c'était effectivement de développer des briques technologiques sur le chemin de ce record. Aujourd'hui, on a un produit qu'on commercialise auprès de l'industrie du transport maritime, qui est axé sur l'efficacité énergétique des navires. C'est un jumeau numérique. Donc c'est un peu technique, mais aujourd'hui, on aide ces transporteurs à évaluer notamment toutes les solutions de propulsion vélique qui existent aujourd'hui ou qui existeront demain, mais pas que. L'idée, c'est le navire de demain, il va être hybride, que ce soit le navire de transporteur de marchandises ou le navire de croisière. Et l'idée, c'est d'avoir de la science à bord de ce navire qui permettent d'hybrider avec de la propulsion vélique, de l'électrohydrogène, de l'ammoniac, du LNG. Bref, le navire de demain, il sera très intelligent, et justement, on développe ça chez Sirocco. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter vos actions respectives de défense de l'océan. On passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Virginie Eonian, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Nourou Box. C'est quoi? Vous êtes venue avec? Tout à fait. Alors Nourou Box, en fait, c'est une box culturelle dédiée aux différentes cultures afro-caribéennes. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors à l'intérieur, on y trouve aussi bien donc, de la littérature. Je fais des partenariats avec des artistes aussi, de l'artisanat ou encore de la beauté ou de la gastronomie. Ça veut dire quoi, Nourou? Alors Nourou, ça veut dire lumière en swahili. Lumière. Donc l'idée, c'est quoi? C'était quoi quand vous l'avez créé? Vous vous êtes dit quoi? Pourquoi vous vous êtes lancé? Alors concrètement, j'ai un passif de blogueuse culturelle et j'aime bien mettre en avant les artistes issus du continent et de la diaspora. Et c'est vrai que l'idée, c'était de mettre en avant tout ce qui se faisait de beau sur le continent, mais aussi en France et en Europe, avec plein d'initiatives, de marques, de personnes qui mettent en avant les savoir-faire
propre au continent, et c'était vraiment ça l'idée de Neurobox. Quand on parle de culture, c'est vaste. Quelles disciplines, en quelque sorte, sont représentées, sont proposées dans les Neurobox? Alors, la colonne vertébrale, ça reste l'art, parce que moi-même, je suis issue d'une formation en art. Et c'est vrai que, comme vous le dites, c'est très, très vaste. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai pu cibler la gastronomie ou encore la beauté, ou même aussi les bijoux. Donc Mais est-ce que vous donnez aussi des conseils, je ne sais pas, pour aller de sortie, pour aller au cinéma? Vous disiez lire des livres, aller voir une expo. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi? Il y a aussi cette dimension que j'ai cultivée avec mon blog African Links et que je maintiens encore aujourd'hui avec la Neurobox. Par exemple, dans cette box, on trouve, c'est quoi, l'Afrique en 200 proverbes? Oui, l'Afrique en 200 proverbes, c'est un petit recueil de proverbes, donc africains, que j'ai édité l'année dernière, en 2020. Et du coup, c'est une compilation de proverbes issus du continent. Alors, c'est quoi? C'est un système d'abonnement? C'est une boîte qu'on reçoit régulièrement? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'abonnement pour la Neurobox. Il suffit de regarder les différentes sélections qui sont proposées. Donc tous les 2 mois, ça change et on peut se la procurer. Comment vous sélectionnez les produits, les artistes ou les spectacles que vous décidez de mettre en avant? Alors, c'est des artistes que je connais la plupart du temps. Oui. Donc, on va dire qu'avec le blog que j'ai depuis 2011 maintenant, j'ai pu me construire un réseau. Et aussi, c'est des personnes qui me contactent, donc qui ont vu un article de presse. Le bouche à oreille aussi fonctionne très très bien. Donc ça se joue comme ça. Et donc c'est tous les 2 mois vous réactualisez les propositions. Pourquoi la culture, pour vous Virginie Aignan, pourquoi la culture c'est un levier de lutte contre les préjugés? Parce que je pense qu'à travers cela, on peut faire baisser pas mal de boucliers. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est en train de se fortifier, si je puis dire, en France. On l'a bien vu avec la saison Africa 2020 qui a été initiée par l'Institut français. Donc, par exemple, aller dans un restaurant africain, découvrir des saveurs, découvrir des chefs, découvrir des artistes, à mon sens, c'est ce qui va permettre de baisser les préjugés et les idées reçues. Ça veut dire qu'une expo ou un spectacle, ça peut être plus efficace qu'un long discours politique, par exemple? Ça peut être complémentaire, mais parfois aussi plus efficace. Est-ce qu'il y a des freins? Quels sont les freins que vous rencontrez depuis que vous avez lancé la Neurobox? Comme je vous le disais, l'écosystème il est en train de se construire. Donc, quand on commence, donc en 2016, il y a peut-être des institutions ou encore des partenaires qui ne sont pas forcément réceptifs à ce type d'idées. Et aujourd'hui, ça se transforme un peu plus. Aujourd'hui, il y a la Neurobox, mais il y a pas mal d'autres marques aussi qui vont dans cette perspective pour faire bouger les lignes. C'est quoi votre modèle économique? On l'achète tout simplement? Vous la distribuez comment en quelque sorte? Alors je la distribue en ligne principalement et c'est vrai que là à l'approche des fêtes, pas mal de pop-up stores sont organisés pour mettre en avant les marques. Donc c'est quoi le site? C'est neuro.fr.com. Alors www.neurobox.com. D'accord. Et vous en êtes tout de votre développement? Vous cherchez des partenaires? C'est quoi les perspectives de les perspectives, ça va être d'avoir un local, parce qu'aujourd'hui, je fais encore tout ça de chez moi. Ouais. Mais c'est vrai que ça a bien pris, avec la presse notamment. J'appelle ça la chance du débutant. Et aussi des partenaires financiers. C'est comme ça que ça va se construire. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Virginie Aignan. Bon vent à votre boîte de lumière, à votre Neurobox. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut.